Il existe un animal fabuleux au pelage soyeux et à la corne brillante qui déferle sur internet depuis quelques temps en un tsunami d'arc-en-ciel et de paillettes chatoyantes. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de la désormais culte licorne. Si tout le monde s'accorde pour la mettre en tête du top des animaux les plus mignons choupis de tous les temps, notre cheval cornu est tout de même passé par des chemins tortueux et pas mal de crises identitaires pour en arriver là. D'où vient la licorne? Où va-t-elle? Enquête. L'image et la perception que nous avons de la licorne aujourd'hui s'est construite grâce à des siècles et des siècles de textes à son sujet et des centaines de contributeurs. La plus ancienne mention d'une licorne dans un texte occidental remonte au 5e siècle avant notre ère, et c'est Ctésias, un médecin grec, qui en parle dans son Histoire de l'Inde, texte qu'il a écrit alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans ce pays, mais paraît-il qu'il s'est bien documenté sur la question. Il décrit notre légendaire licorne comme un âne sauvage de grande taille batifolant dans la jungle indienne, au pelage blanc, sauf la tête qui est pourpre et la corne qui est tricolore, blanche, noire et rouge. Autant vous dire qu'il n'était pas vraiment sexy le bestiau. Loin de la douce jument que nous connaissons, c'était un animal farouche, combatif et redoutable, plus rapide à la course que n'importe quelle autre bête, et en plus il faisait des bonds prodigieux. De ce texte nous avons conservé que quelques fragments, il est donc difficile de savoir à quel prédécesseur Ctésias emprunte ses croustillants détails, mais ça va être la seule source concernant la licorne pendant pas mal de temps. Entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère, le texte de Ctésias est complété par un certain Mégastène qui lui pour le coup a vraiment vécu en Inde. Sa description ne diffère pas des masses, si ce n'est que sa licorne est plus petite, d'un tempérament plus doux et qu'elle est aimée de tous les animaux, sauf de l'éléphant. On va y revenir. Par la suite, tous les auteurs grecs ou latins qui ont voulu parler licorne ont recopié ces deux textes-là, sauf Aristote qui lui émettait des doutes quant à l'existence d'un quadrupède cornu qui n'aurait pas les sabots fendus. Sacre bleu. Au 3e siècle, le sophiste Élien, auteur d'une histoire des animaux qui est pour l'essentiel un recueil de mirabilia, insiste sur sa violence et sa cruauté. Elle se sert de ses sabots pour renverser ses adversaires, de sa corne pour les transpercer et de sa mâchoire pour les déchiqueter. Et en plus, elle a les yeux bleus, ce qui est carrément inquiétant dans le système de valeurs grec. La Bible même va récupérer la bête et elle en fait un animal féroce, invincible, exemplaire, un instrument au service de la justice divine pour châtier les impies. Mais la licorne biblique est plutôt ambiguë dans la mesure où elle est un chaste messager divin pour les pères latins et elle va plutôt être un agent diabolique qui se roule dans l'orgueil pour des gens comme Saint Cyprien et Saint Basile. Depuis sa première apparition textuelle, la licorne est victime d'un certain flottement de vocabulaire. On ne sait pas trop comment la nommer, ses appellations fluctuent, mais ça commence à se préciser dans la Vulgate puisque Saint Jérôme traduit le monokéros grec par unicornis quand la bête est gentille et par rhinocéros quand elle est méchante. On assiste à la naissance d'une symbolique en diptyque entre la licorne et le rhino qui lui pour le coup va devenir un vrai monstre dans les bestiaires médiévaux. Pas de chance. Les bestiaires, parlons-en. La licorne est une vraie star dans ses ouvrages où elle a toujours droit à sa représentation iconographique alors que tous les animaux n'ont pas cette chance. On lui donne l'image variable d'un animal composite un peu what the fuckesque, mi-cerf, mi-ours, mi-mouton, mi-chèvre et mi-os derrière, et j'en passe. Elle vit toujours en Inde, elle court tout droit dans les forêts, et oui c'est important parce que si elle zigzaguait entre les arbres comme le vil renard, elle serait tout de suite beaucoup moins pure. Elle aime bien les tourterelles et ses ennemis sont les dragons qui la détestent et les éléphants dont elle est jalouse. À chaque fois qu'elle en croise un, elle le combat avec ses sabots tranchants comme des lames de rasoir et sa corne qu'elle aiguise contre un rocher. Comme les éléphants jouissent d'une très bonne réputation à l'époque, la licorne passe parfois pour être un vilain démon, comme chez les auteurs de l'époque carolingienne. Depuis l'aube des temps, la corne de licorne est bien connue pour ses propriétés miraculeuses. On lui attribue à peu près tout et n'importe quoi, antipoison, détection des forces du mal, fertilité, réparation des ordinateurs à distance. Sauf que, on l'a dit, l'animal court très vite et fait de grands bonds. Il est donc très compliqué pour les humains que nous sommes d'en attraper une. Qu'à cela ne tienne, nos chers ancêtres moyenâgeux ont élaboré une technique bien rodée pour chasser l'unicornis. L'animal est alors réputé pour être attiré par l'odeur des vierges, ne me demandez pas ce que ça sent. L'idée c'est donc de placer une pucelle au cœur de la forêt et d'attendre qu'une licorne, irrémédiablement attirée par son doux parfum de pureté, vienne s'endormir contre son sein pour la capturer. Alors par contre il fallait faire attention avec le choix de l'appât parce que si la jeune fille avait déjà connu un quelconque plaisir charnel, la licorne entrait dans une fureur noire et éventrait la pauvre fille. La licorne ne sort cependant guère des bestiaires et des encyclopédies. C'est un animal philologique, livresque, qui appartient plutôt à la culture savante. Elle commence à se démocratiser vers la fin du Moyen-Âge, quand les images et les textes qui la montrent se multiplient. Richard de Fournival est le premier à faire participer la licorne aux jeux et aux enjeux de l'amour courtois. Avant, quand on parlait licorne et amour, c'était pour évoquer une sorte d'amour pur et divin.
Désormais, la licorne prend part aux subtilités de l'amour courtois et même aux appétits de l'amour charnel. La corne n'est plus seulement protectrice, elle est fécondante et acquiert une dimension plus ou moins phallique. La chasse à la licorne devient une métaphore de la conquête amoureuse. Aux légendes bibliques héritées des cultures antiques s'ajoutent de nouvelles, plus courtoises. La littérature va accentuer son côté poétique et inverser sa symbolique. L'animal perd en brutalité, s'apaise, se féminise et commence de plus en plus à ressembler à la douce licorne que nous connaissons. Un autre fait qui participe à la popularisation de la licorne est sa présence concrète, matérielle, au sein des trésors du clergé ou des princes. En effet, tout trésor qui se respecte possède au moins une corne de licorne. On finira par comprendre des siècles plus tard que ces prétendues cornes d'unicornis étaient en fait des dents de narval, même si le fait que les Scandinaves avaient le monopole sur le commerce des cornes alors que la bête était censée vivre en Inde aurait quand même pu nous mettre la puce à l'oreille un peu plus tôt. Moi je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, on y a cru pendant un petit moment et au Moyen-Âge, on a une peur obsessionnelle du poison. Les cornes de licorne, avec leurs fameuses propriétés anti-poison, tombent à point nommé. Elles sont souvent présentes à table pour qu'on puisse tester les mets avant de les manger et on appelle ça l'épreuve de la licorne. Paraît-il qu'en contact avec du poison, la corne se mettait à saigner, à transpirer, à pleurer, à se couvrir de pustules ou à émettre une odeur épouvantable. L'objet était très prisé et donc son commerce florissant et son trafic aussi. Peu à peu, la licorne devient un objet de fascination populaire comme le montre sa présence grandissante sur des objets de la vie courante qui ne sont pas destinés à finir dans des trésors, comme des coffrets, des boîtes ou des tapisseries. On l'oublie souvent, mais entre les années 1400 et 1430, la thématique de la licorne et des sauvages, autrement dit des gens très poilus qui vivent dans la forêt, est plutôt en vogue. Mais c'est un roman anonyme du milieu du XIVe siècle, La Dame à la licorne et le beau chevalier au lion, qui constitue notre archétype de la gentille licorne. Pour ce qui est de l'existence réelle des licornes, on commence à en douter vers la fin du Moyen-Âge et l'idée va progresser jusqu'à s'imposer quelques siècles plus tard, non sans rebondissements et débats houleux dans les milieux scientifiques mêlant à la controverse pas mal de personnalités connues. Le problème majeur étant que personne n'ait jamais vu un tel animal vivant. Alors Marco Polo affirme bien en avoir observé plusieurs sur l'île de Sumatra, mais la description qu'il en donne est clairement celle d'un rhinocéros. Certains expliquent son invisibilité en disant qu'elle a bel et bien existé mais qu'elle était beaucoup trop timide pour monter sur l'arche de Noé. C'est ballot quand même. Rabelais, quant à lui, en avance sur les opinions de son temps, se moque déjà de la licorne dans le quart-livre en plaçant le cheval chimérique sur l'île de Médamoti, autrement dit le pays qui n'existe pas. Le médecin des derniers rois valois, mieux connu pour être le père de la chirurgie moderne, Ambroise Paré, lui rejette catégoriquement la licorne. Il souligne l'incohérence des témoignages et accuse les fausses cornes en affirmant, je cite, la licorne est plutôt cette chose imaginée que vraie. Le premier auteur à reconnaître que les cornes conservées dans les trésors et autres cabinets de curiosité sont en fait des dents de gros animaux marins est Athanas Kircher, et son idée va petit à petit faire son chemin. L'argument majeur qu'avancent les anti-licornes, c'est qu'on n'a jamais retrouvé d'ossements hormis les cornes qui portent à controverse. Pourtant, en 1663, on découvre dans une caverne en Allemagne des os de licorne et on arrive à reconstituer un squelette complet. Même le grand Leibniz se laisse berner, car en effet ce ne sont que des os de rhinocéros et de mammouth et la corne est constituée de fanons de baleines tressées. Au XVIe et au XVIIe siècle, alors que les zoologues doutent très fortement de l'existence d'un tel animal, les apothicaires, eux, continuent à vendre des poudres et des os licornés aux propriétés miraculeuses fabriquées avec des fragments de fausses cornes. Vaincu par la réalité, notre licorne finit par se réfugier chez les poètes et les artistes, ce qui est souvent le cas pour les animaux de fiction à l'époque romantique. À la fin du XVIIIe siècle, les poètes anglais et écossais sont les premiers à la célébrer et à lui conférer l'image qu'elle va garder jusqu'à nos jours. La licorne devient l'animal fabuleux par excellence. Du monde britannique, le renouveau littéraire de la licorne passe sur le continent grâce à des auteurs tels que les frères Grimm qui utilisent l'animal dans leurs contes Le Vaillant Petit Tailleur ou Flaubert dans La Tentation de Saint-Antoine. Mais ce sont les symbolistes qui vont lui vouer un culte tout particulier et lui offrir une place de choix dans leur bestiaire féerique. La licorne évoque alors la femme inaccessible, la recherche de l'amour absolu et la quête de l'impossible. Le relais jusqu'à nous a été assuré par l'héroïque fantasy qui réinvente un Moyen-Âge fantasmé où prennent vie licornes et dragons. De nos jours, la licorne exprime sa pureté par un excès de mignonnerie tout en gardant une certaine idée d'idéal à atteindre. À la fois noble, coquette, souvent pailletée, une chose est sûre, l'unicornisme d'autrefois appartient désormais bel et bien au peuple qui en a fait un objet de consommation comme les autres. On l'aura compris, les grandes figures mythologiques ou légendaires comme la licorne sont en perpétuelle évolution dans nos imaginaires. Loin d'être des points fixes, chaque représentation iconographique ou littéraire est un reflet, parfois déformé, souvent révélateur de l'époque qui l'a produite. Après l'âne sauvage, le cheval vengeur, la douce amie des vierges et le poney 2.0, à votre avis, à quoi va ressembler la licorne au siècle prochain? Je vous avais soumis l'idée de faire des vidéos de la sorte à l'occasion de l'épisode sur la petite sirène et vous avez été nombreux à vous montrer intéressés, du coup, voilà le résultat.
J'espère que mon propos vous aura intéressé et que le montage un petit peu différent ne vous aura pas trop dérangé. En tout cas, moi je me suis éclatée à préparer et à tourner cette vidéo et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que j'ai eu à la produire. Comme d'habitude, toutes mes sources sont en barre d'infos, les liens utiles aussi, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles découvertes et de bonnes lectures.